Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler planning familial. Rassurez-vous, on ne commencera pas dans les années 50, mais on va parler de ce qui se passe maintenant. C'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, pour nous en parler, honneur aux dames, Laura Bouzouba, pardon, m'excusez, Bonjour. Et Félix Aka. Bonjour. Bonjour. Alors, le planning familial dont on va parler se situe dans quel cadre? Alors, on fait déjà la différence entre l'association du planning familial et les centres de planification familiale qui sont, eux, portés par le département. Donc, l'association du planning familial, elle était située à Saint-Louis. Et il n'y en a qu'une seule à La Réunion. Alors, on va tout de suite casser le sujet. C'est quoi un planning familial? Alors le planning familial, c'est l'association militante féministe. Vous n'êtes pas vraiment communicant, hein, ça, je peux vous assurer. Hein. C'est vrai? Vous tuez tout de suite. Là, Alors, on va recommencer, on va essayer de faire ça lentement pour que les gens comprennent. C'est quoi un planning familial? Le planning familial, c'est une association militante féministe qui, historiquement, s'est positionnée sur les questions de contraception et d'IVG et qui, depuis, s'est ouvert à d'autres sujets, notamment les violences intrafamiliales, les violences conjugales, la défense de la communauté LGBT et l'accueil inconditionnel de toutes et tous en termes de santé sexuelle. D'accord. Dans quel cadre on va parler de ça, là? Alors, en fait, l'association du planning a répondu à un appel à projet pour porter un centre ressources Intime Agir, qui est du coup sur la vie intime, affective, sexuelle et le soutien à la parentalité pour toute personne en situation de handicap. D'accord. Et ça a commencé quand? Alors, en fait, à La Réunion, on a commencé au mois de février et c'est un dispositif qui est présent dans toutes les régions de France et qui, du coup, a eu différentes missions pour pouvoir, en gros, faire changer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap et sur la possibilité que toutes et tous, ils ont le droit d'avoir une vie affective, d'avoir une vie sexuelle et du coup, qu'on les informe de tout ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Alors, quand on parle de ça, on parle des handicaps physiques ou des handicaps mentaux? Tous les handicaps confondus, tous les âges et sur toute l'île en fait. D'accord. Donc il y a tous les publics qui sont concernés et même les handicaps invisibles. C'est un paradoxe lorsqu'on parle de ça. L'assistance sexuelle n'est pas autorisée en France. Tout à fait, mais c'est pas parce que l'assistante sexuelle n'est pas autorisée que les gens n'ont pas à avoir une vie sexuelle avec d'autres personnes en situation de handicap ou pas. D'accord. Je l'entends et c'est sans doute qu'il avait raison. Comment justement traiter de ce sujet avec des personnes porteuses de handicap qui n'ont qui ont ou qui n'ont pas d'alter ego? Alors, c'est-à-dire S'ils sont seuls, comme vous avez parlé d'affection, vous avez parlé de sexualité, c'est vivre l'affection seul, vivre la sexualité seule, c'est pas... Pour moi, il y a différentes choses. Effectivement, c'est déjà vivre soit sa sexualité à deux, soit la vivre seule, parce que prendre du plaisir, on peut le faire seul. Et après, c'est déjà leur offrir la possibilité d'aller rencontrer des gens pour justement avoir des vies affectives comme tout le monde et leur permettre juste d'avoir accès aux informations et aux droits les concernant. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on doit être seul toute sa vie et qu'on ne peut pas développer des relations avec d'autres personnes qui peuvent du coup aller vers de la sexualité, des rapports sexuels, qui peuvent aller même sur de la parentalité en fonction des possibilités sans mettre en difficulté les personnes. D'autant plus qu'on a en plus tout un aspect prévention des violences, puisque les personnes, c'est pas parce qu'elles sont seules qu'elles n'ont pas dans leur entourage plein de personnes justement qui sont là dans le soin, par exemple, des choses comme ça. Et donc notre objectif aussi, c'est de prévenir les violences en fait, puisque la majorité des femmes en situation de handicap ont vécu des violences sexuelles. Donc nous, on n'y va pas forcément tout le temps pour dire vous pouvez vivre une sexualité, mais aussi comment vous protéger du monde extérieur, parce que les personnes handicapées sont vulnérables. Il reste un point qui n'est peut-être pas simple à... Quand on parle de violence intrafamiliale, il y a un public handicapé qui est vraiment victime parce que on ne le voit pas dans la presse, on ne voit pas ce genre de violence. Et vous en parlez?
Eh ben justement, oui. En fait, c'est suite au Grenelle des violences conjugales qui ont été faites en 2019 qu'ils se sont rendus compte justement que les femmes en situation de handicap étaient beaucoup plus nombreuses que les femmes sans handicap. Et du coup, ils étaient à un chiffre de 8 personnes sur 10 victimes de violences. Donc effectivement, il y a des chiffres. Il y a des chiffres qui parlent. Il y a des violences intrafamiliales, il y a des violences sexuelles, il y a des violences physiques. Donc ça existe. Après, c'est pas forcément toujours parlé, c'est pas toujours connu. Et en fait, c'est comment on arrive à, comme disait Félix tout à l'heure, les protéger pour qu'ils connaissent en fait qu'est-ce qu'est une violence ou pas, et en tout cas de pouvoir les dénoncer quand elles sont victimes. Et justement, comment les gens, surtout le public concerné, peuvent mieux vous connaître? Alors justement, nous on a, depuis que Laura a monté ce centre ressources Intime Agir sur La Réunion, on essaye de communiquer sur notre numéro vert. Du coup, on a un numéro vert 0800 08 11 11 qui est à destination de toutes les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Du coup, c'est une plateforme qui est ouverte entre 8h et 19h. Oui. Sachant que le matin, c'est nous-mêmes qui répondons, donc du monde de La Réunion, qu'il cause créole, qu'il peut répondre à toutes les questions. Donc s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à appeler. Et puis après, nous, on fait des ateliers thématiques à destination des personnes, que ça soit dans les structures. On fait de la médiation familiale, on fait de l'accompagnement à la parentalité, parce qu'on s'attaque vraiment là à un double tabou dans la société, handicap et sexualité. Et du coup, on communique énormément auprès de nos partenaires institutionnels notamment, mais aussi auprès des familles pour dire que nous sommes disponibles tout le temps, toute la semaine, pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. Et juste vu que nous, on est sur Saint-Louis, quand même, le centre ressources est sur toute l'île. Donc, s'il y a besoin, on peut aussi solliciter des partenaires ou des personnes ressources sur le territoire pour prendre le relais quand on a des situations de personnes qui ont besoin soit d'écoute, soit d'accompagnement ou autre sur les thématiques. Alors, je me tourne vers la réalisation pour voir si la vidéo que vous l'avez apportée est prête. On va regarder un petit peu ce que vous dites sur cette vidéo. Comme tout le monde, à tout âge, moi, Nena, bonne question. Comment il fait les enfants? Comment gagne pas la maladie? Cosa et les règles. Me peut dire n'importe qui vient de mon chambre. Nous aussi, nous Nena, en vie. Moi, n'a le droit d'aimer. Qu'il faut les faire pour trouver un désir. Où ça, nous n'a le droit d'aller. Où ça, nous gagne salut fort. Comment nous gagne fait l'amour avec mon handicap. Il est une femme, mienne femme, mais il gagne pas dit. Moi, il est un bouc, il aime les hommes, il gagne pas dit. Nous aussi, nous Nena, nous sommes vie. Je veux des enfants. Je veux amène mon maman médecin. Je veux donner tété, ne gagne pas. Notre foi, nous connaît pas comment nous causer et qui. Le Dieu, moi la honte, ne gagne pas causer. Souvent dit à moi, fais mon bouche, n'y comprends pas. Les importants, Bana y répond à moi. Et moi, Nina le droit. Si mon bon parent est le bon travailleur, Nina aussi question. Aujourd'hui, La Réunion, comme partout, hors dehors, sont de ressources, les là. Centre ressources Intime Agir sur la VIASP, vie intime, affective, sexuelle et soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap. Les pour nous toutes. Il accueille à nous dans Paline Terminal Nest 4. Il écoute à nous dans le téléphone 0800 08 11. Les faciles écoute pas rien.
va réussir à où dans ban l'endroit et du monde gabier. Où gagne trouve tout ça là. Allez sur internet panine-faminal.org. Dans un bon endroit, il accueille un autre. Sur d'autres terres ou bien ban sa femme. N'hésite pas, viens nous les là, y t'écarte la langue. Il détaque la langue. Comment libérer la parole? Comment s'exprimer? C'est la démarche. C'est ça, c'est tout à fait. C'est en tout cas qu'ils sachent qu'ils aient un lieu ressource pour poser toutes les questions de manière anonyme et gratuite. Et après, toutes les demandes ou autres, nous ensuite, on va pouvoir les écouter et les orienter sur le territoire pour permettre au moins d'accéder à une vie comme n'importe qui, malgré le handicap. Depuis le moment que vous avez commencé en février à aujourd'hui, quels sont les cas que vous avez rencontrés? Alors, il y a beaucoup de personnes en fait qui nous sollicitent en situation de handicap, qui demandent en fait comment rencontrer du monde et être moins isolés. On a beaucoup de professionnels qui sont en difficulté sur la thématique par manque de formation, mais aussi par difficulté de se sentir à l'aise avec la thématique. Hein. C'est pas donné à tout le monde aussi. Et après, des parents, c'est plus ils n'osent pas en parler, ou alors ils ont juste besoin en amont de savoir comment aborder les choses avec leur enfant, soit en anticipant la période d'adolescence où il y a beaucoup de changements de corps et il y a beaucoup de relations qui se créent. Et du coup, c'est venir aussi les rassurer sur leur rôle parental en donnant en fait des conseils, ou après qu'ils puissent venir aussi au planning familial. Parce que dans l'idée, on aimerait, on va créer du coup un pôle de documentation avec des outils qui vont permettre de faciliter justement toute la communication sur ces thématiques. Oui. Et puis, on a rencontré aussi beaucoup de personnes, pour répondre à tes questions, qui ont été victimes de violences ou alors qui ont eu des envies dans leur établissement et qui ont été freinées, et du coup qui se posent la question sur comment vivre une vie affective ou sexuelle de manière saine. Puisque y a beaucoup de clichés qui circulent dans l'opinion sur les personnes handicapées, comme quoi elles peuvent pas avoir de sexualité ou elles peuvent pas avoir d'enfants. Peuvent-ils seulement tomber amoureuses, les personnes handicapées? Et le problème, c'est que pendant des dizaines d'années, les établissements ils se sont bouchés les yeux en disant non, il n'y a pas de sexualité dans nos établissements. Mais le fait d'interdire, ça n'empêche pas la pratique. La France, de par son évolution et l'implication de la religion dans les institutions, a toujours cette posture un peu, paternaliste. Non, j'allais dire plutôt hypocrite. Ah oui. Oui. J'allais dire hypocrite parce que la question, c'est que on le voit au Canada, l'assistance sexuelle existe, on le voit que ce soit en Suisse ou dans d'autres pays autour, il y a une réalité sur la vie sexuelle des personnes porteuses de handicap. On ne veut pas appliquer en France l'assistance sexuelle parce qu'on on assimile ça à la prostitution. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Déjà, par rapport aux établissements, aujourd'hui, il y a la circulaire qui est sortie justement le 5 juillet 2021 qui rappelle aux établissements médico-sociaux l'importance et l'obligation de prendre en compte ces thématiques et de le promouvoir au sein de leur établissement. Et il y a aussi des groupes au niveau national qui sont en train de faire des propositions justement pour proposer une assistante sexuelle, mais qui soit justement adaptée dans un cadre bienveillant et qui du coup ne mette pas en difficulté les personnes en situation de handicap en les restreignant seulement à l'assistance sexuelle, mais en tout cas de le permettre si les personnes ne peuvent pas être assez autonomes pour aller vers des rencontres ou même une sexualité seule. C'est ça, c'est qu'une partie du problème en fait, et c'est une minorité, parce que quand on pense personnes handicapées, on pense tout de suite assistance sexuelle. Donc déjà, il y a un problème, puisque par exemple, l'APAS, l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, est à l'heure actuelle considérée comme proxénète, s'ils permettent les rencontres. Alors ça, c'est sur le sujet de la prostitution. Sachant qu'en France, maintenant, la prostitution, elle est libre. C'est le client qui est pénalisé depuis 2016. En fait, la prostitution n'est pas pénalisée. Ouais. En fait, c'est le racolage. C'est le racolage qui devient un... J'allais dire, ça devient un... J'ai oublié le mot. La justice pénalise le racolage.
Ouais, n'ont et pas la clients, position. actuellement. Oui, c'est les clients. Ouais, effectivement. c'est ça. Et bon, ça c'est une chose pour laquelle aussi on se positionne pas forcément nous à l'heure actuelle puisque la prostitution étant interdite, mais on est pour quand même un accompagnement bienveillant des personnes handicapées. Mais comme je disais, c'est qu'une partie du problème. Ça, c'est pour les personnes handicapées qui ne pourraient pas avoir de lieu de rencontre, qui ne peuvent pas aller vers les gens. Mais nous, on s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont en institution. Et donc, les personnes qui sont en institution, elles font des rencontres. Elles rencontrent des gens entre elles, elles tombent amoureuses, elles ont envie de faire des câlins, mais au sein des établissements, on ne leur permet pas forcément de le faire. Alors depuis quelques années, il y a eu une évolution, puisqu'on voit que les établissements commencent à en parler. Les établissements se doivent maintenant dans la loi de faire des cours d'éducation à la sexualité pour leurs bénéficiaires. Mais à l'heure actuelle, on leur dit, vous avez le droit, mais on ne met rien en place non plus pour qu'elles puissent avoir une vie affective et sexuelle. Ça reste toujours très tabou dans les établissements, par peur du dérapage, par peur de l'agression sexuelle. Et justement, nous, ce qu'on dit, c'est que de se boucher les yeux, ça va pas empêcher les agressions, ça va pas empêcher les passages à l'acte. Donc autant faire en sorte que les personnes elles soient accompagnées dans leur vie affective et sexuelle, qu'elles soient formées au consentement, qu'elles soient formées à l'éducation, qu'elles connaissent leur corps. La plupart des femmes handicapées, elles savent pas par où elles font pipi, elles savent pas ce que c'est un vagin, ça a toujours été tabou. Donc on essaie de les accompagner là-dedans, dans leur connaissance de leur autonomie et dans l'approche du consentement de l'autre et de soi-même. Et il y a aussi, à ce niveau-là, une grande misère physique et sexuelle pour les personnes porteuses de handicap qui, parfois, se laissent traiter de manière vraiment horrible. Au moins, ça fait, malgré tout, une expérience pour elles. On a vu des baléroses mises en place avec des personnes porteuses de handicap et on les a pas vues se plaindre. Elles ont accepté ce genre de choses parce qu'il y a une vraie misère pour eux et que c'était malheureusement pour eux la seule façon de découvrir un peu le sexe. Mais aujourd'hui, cette situation-là, même si elle perdure, c'est bien qu'à côté, il y a, j'allais dire, des offres différentes. Oui, et puis l'idée, comme disait Félix, c'est de faire aujourd'hui de la prévention en éducation à la sexualité. C'est pas en abordant les sujets que ça, justement, amènera les personnes à être dans le passage à l'acte, mais bien au contraire, en faisant de la prévention, en ayant de meilleures connaissances sur qu'est-ce qui est possible, pas possible, et ben, du coup, ça facilitera les liens entre les personnes qui sont dans le même établissement ou même avec les familles, et du coup, ben, il y aura moins de prévalence pour des passages à l'acte, pour de la violence et autres. Donc, je pense que, justement, si tout le monde intègre la vie affective et sexuelle au même titre que le bien-être d'une personne, et après, ça peut que être bienfaisant pour tout le monde, en fait. Il y a aussi une chose qu'il faut, j'allais dire, regarder, c'est qu'aujourd'hui, le public de personnes porteuses de handicap n'a pas le même accès à l'information qu'un public valide. Comment, justement, à travers ce que vous faites, parce que je pense que vous êtes là pour aussi améliorer cet accès à l'information, comment le public peut participer à ça? Alors en fait, il y a plusieurs étapes. On a déjà fait un premier état des lieux avec des questionnaires, mais aussi des rencontres territoriales qu'on organise dans chaque bassin à hauteur de 2 fois par an, qui permet de regrouper des personnes concernées en situation de handicap ou des familles aidantes et des professionnels pour à chaque fois discuter et faire évoluer les choses sur le territoire de chaque bassin. Mais il y a également des événements par année qui sont organisés et après, ça va être... aussi par le biais de notre tour de Lille aussi, qu'on effectue aussi actuellement pour diffuser l'information autant dans les établissements médico-sociaux qu'auprès des sages-femmes et des gynécologues aussi, pour qu'ils puissent aussi avoir accès que s'ils ont des situations du coup où ils accompagnent des personnes dans le besoin, qu'ils puissent nous les réorienter. Donc il y a différentes actions en fait de communication, je pense, mais aussi de diffusion par le biais de la vidéo qu'on a passée juste avant, où des personnes justement en ayant information de la création de ce centre ressources et en sachant que le numéro il est gratuit et anonyme, je pense que ça facilite aussi la communication. Et il y aura là très rapidement aussi la mise en place d'un chat pour permettre aussi de pouvoir écrire pour les adolescents notamment, c'est plus facile de pouvoir communiquer par écrit. Donc on essaye d'adapter en tout cas les outils pour permettre à tout le monde de pouvoir nous solliciter et que nous ensuite on fasse des réponses. On fait aussi également beaucoup d'ateliers d'éducation à la vie affective et à la sexualité. On va directement en établissement, former d'une part les directions d'établissement, à la mise en place d'une charte au sein de l'établissement pour la vie affective des personnes, en formant les éducateurs et éducatrices, et puis en parlant directement avec le public. Nous, quand on va voir le public, on leur explique ce que sont les parties intimes, ce que les autres peuvent ou pas toucher, on explique ce que c'est que le consentement, on explique que
toucher les parties intimes, ça peut nous procurer des sensations, mais qu'il y a des limites aussi, il y a des limites et des interdits dans les établissements à respecter. Et en fait, on forme l'ensemble des professionnels, des familles et des personnes elles-mêmes concernées sur toutes ces thématiques-là. En fait, l'idée, c'est vraiment, comme on a dit, de détacler la langue là-dessus. Toute personne humaine, qu'elle soit handicap ou non, a des sensations physiques, des sensations dans le cœur. Et ben, nous est là pour un petit peu cause de ça avec Bana, donc nous fait des ronds causés. Directement dans les établissements, par exemple. Et puis après, on a beaucoup de stands directement qui sont organisés sur la santé sexuelle, que ce soit avec différents partenaires. Donc on va directement à la rencontre du public via des stands sur les événements. Dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que le public, comment est-ce qu'on, je dirais, le public pourrait participer avec vous, pourrait apporter leur pierre au travail que vous faites pour justement simplifier un petit peu, parce que le premier problème qu'on rencontre dans ce travail-là, c'est aller vers les personnes porteuses de handicap, et parfois c'est pas facile pour eux de s'exprimer, de détacler la langue, d'aller vers les gens qui sont venus pour les aider, quoi. Comment faire? Eh ben, moi, je pense que ça rejoint aussi l'idée des pairs aidants, patients experts. C'est-à-dire, en fait, notre COPIL a intégré, donc le COPIL, c'est la gouvernance en fait du centre ressources, a intégré 7 personnes en situation de handicap. Et en fait, je pense que eux, de par leur expérience, sont les plus experts à même de pouvoir échanger directement avec les personnes concernées. Donc, on est aussi sur cette volonté de ne pas parler à leur place, mais de permettre justement, en tant que personne concernée, d'échanger plus facilement. Et je pense la deuxième chose, c'est aussi, je pense, de la responsabilité de chacun dans la société, de se remettre en question sur nos représentations qu'on peut avoir et permettre de manière libre et accompagnée de laisser en fait toute vie affective intime qui peuvent s'arrêter à une vie affective ou aller jusqu'à la parentalité, se faire à partir du moment où on n'est pas dans le jugement, mais qu'on essaye d'accompagner au mieux en fonction du handicap qui peut être du coup un frein, mais qui pour moi n'empêche rien à une vie amoureuse et à l'amour tout simplement. Et puis il y a des réponses que nous on n'aura pas, nous on fait de l'écoute et de l'information, mais on fait aussi de la réorientation. L'idée même du centre ressources, c'est d'avoir une carte ressources avec plein de professionnels handi bienveillants. Donc si on a des questions particulières auxquelles les personnes elles n'ont pas de réponse dans leur entourage direct, on va réorienter vers une gynécologue, vers sexologue, sage-femme, peu importe. Mais en tout cas, nous on est en train de monter cette carte ressources de tous les personnels handi bienveillants qui savent prendre en charge différents types de handicap et répondre aux questions des personnes concernées selon leurs problématiques qu'elles rencontrent. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous apporter ces informations. On va voir dans le temps comment ça se met en place. En tout cas, c'est quelque chose de nécessaire. Et quand je dis merci, parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont besoin de dire les choses, de s'exprimer. Et on est loin du compte. Et ce début, est prometteur. Merci à vous deux. Merci de nous avoir donné la parole. Laura Bouzouba et Félix Aka, de la... Ça s'appelle Centre ressources Intime Agir. Intime Agir. Voilà. Donc, merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.